C'est reparti pour un autre bel épisode du Carnet du Manager Balado. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes. On vous invite à le faire également. On est partout, là. YouTube, iHeartRadio, il y a également Spotify, Apple Music. Allez faire votre tour. Donnez-nous vos commentaires, puis une petite note, un 5 étoiles. On n'aille pas ça non plus. On vous remercie de nous suivre. C'est vraiment apprécié. Je vous rappelle que tout ça est possible grâce à nos partenaires que je voudrais absolument saluer maintenant. Entre autres, lepointdevente.com. Lepointdevente.com est un système de billetterie et de gestion d'événements qui répond aux plus hauts standards de l'industrie, à l'écoute des organisateurs depuis 15 ans, en plus d'être une entreprise d'ici. Lepointdevente.com est bâti d'une équipe de passionnés de l'événementiel et offre des solutions sur mesure, s'adaptant aux différents besoins des diffuseurs et artistes. C'est simple, flexible et sécuritaire. La plateforme permet de vendre des billets et générer des revenus pour votre événement en quelques clics seulement. Quand on veut une billetterie de confiance, on pense à lepointdevente.com. N'hésitez pas à les contacter. Et je remercie un autre de nos partenaires annuels, Desjardins Caisse de Québec. La Caisse de Québec, c'est notamment une équipe de 12 administrateurs, près de 120 employés et qui accompagne plus de 53 000 membres au quotidien. Et pour continuer dans les chiffres, la Caisse Desjardins de Québec a versé en 2023 un montant record de 1,1 million de dollars pour soutenir concrètement 167 projets, événements et organismes de notre communauté. On est vraiment fiers de compter sur le soutien d'une caisse super impliquée dans son milieu pour les arts et correspondant directement à notre mission d'outiller les artistes et d'inspirer le grand public. Prenez le temps d'aller visiter caissedequebec.com. Martin Villeneuve, très content de te jaser. On va avoir le temps aussi de s'installer, comprendre, quitter ton environnement, puis d'où tu viens, ce que tu fais. J'ai envie de te présenter un peu comme un créatif en art visuel. Je pense que ça englobe pas mal tout ce que tu fais. T'es cinéaste, t'es acteur, même si certains semblent ne pas le penser. On va avoir l'occasion de s'en jaser, c'est sûr et certain. Tu es derrière des marques très connues dans le milieu, entre autres de la publicité, d'agence, Sidley. Tu as travaillé avec le Cirque du Soleil. Oui. Tu as quelques courts-métrages à ton actif. Tu as des vidéoclips, entre autres d'un certain Jean Leloup. Tu as 2 longs-métrages. Et c'est comme ça, en fait, que toi et moi, on s'est connus, puis que j'ai accroché sur ta personnalité, ton œuvre également, grâce à un film qui s'appelle Les 12 travaux d'Imelda, que je recommande fortement et dont on va parler, c'est sûr et certain, parce que la création de tout ça et ce qui s'en suit est assez singulière. Alors, merci d'accepter de venir faire ton tour avec nous autres puis de jaser tout ça. Grand plaisir, grand plaisir. J'ai pas mentionné ça, puis on n'aura pas le choix éventuellement d'en parler un peu. Le cinéma est dans la famille. Oui. Il y a un illustre étranger près de chez vous qui quand même fait son chemin à Hollywood. Oui. Un certain Denis. Si vous vous rappelez du nom de famille de notre invité, vous comprenez maintenant. Mais juste avant ça, je veux parler justement de votre famille, d'où vous venez, Bécancour. C'est Saint-Mauricie, Bécancour. Centre du Québec. Centre du Québec, parce que là, c'est quand tu traverses la 40. Exact. Exact. Les arts, parce que je comprends que dans votre famille, il y a beaucoup de professionnels. Oui. Je sais que tout ça se recoupe. La culture est importante aussi pour les gens qui ont une éducation quand même assez importante. Comment c'est arrivé pour vous autres d'être impliqués dans le milieu du cinéma puis de triper sur l'art en soi? Ben écoute, c'est une bonne question. C'est sûr qu'on vient d'un petit village qui s'appelle Gentilly. Pour ne pas nommer la centrale nucléaire, j'ai grandi à 1 kilomètre de la centrale. Puis c'était un environnement assez chouette comme enfant parce que on était élevé dans la nature. Bon, c'était avant... Avec des poissons à 3 yeux. Oui, c'est ça, exactement. Des grenouilles avec 3 bras. Puis, écoute, c'était un environnement où la famille prenait quand même pas mal de place. Moi, j'avais une famille très colorée, en fait, avec des personnages très forts, dont mes grands-mères, entre autres. Puis, donc, c'était très inspirant, tout ça. Puis, mais comme tu l'as dit, je veux dire, il n'y avait pas d'artiste. On n'avait pas de modèle d'artiste.
Mon père est un notaire, troisième d'une longue génération de notaires que nous autres, on a brisé. Il y a mon frère Claude qui est devenu... Vous avez gaspillé tout ça. Oui, c'est ça. C'est comme on n'a pas... Les erreurs de la lignée, là. Ben, le seul qui aurait pu prendre la relève, c'est mon frère Claude qui est devenu finalement avocat puis juge. Maintenant, il est juge à la Cour supérieure. Mais puis ma sœur, elle est infirmière. Puis bon, dans la famille, il y avait beaucoup d'infirmières du côté des femmes, mes cousines, mes tantes, tout ça. Puis il y avait beaucoup de notaires, d'avocats, puis mes oncles notaires. Puis donc le côté professionnel au sens où on l'entend était fort. Dans la famille, si bien que c'était pas nécessairement prédestiné de dire on devient artiste, même c'est une décision qui est pas nécessairement encouragée non plus dans certaines voies, malheureusement. Mais moi, c'était la mienne. En fait, si je me fiais à mes tests d'orientation secondaire, ils disaient que je devais devenir chirurgien, chose qui m'a toujours intéressé d'ailleurs. Quand même. Mais puis ça aurait été ça, normalement, la voie de prédilection. Là, mes parents encourageaient beaucoup ça. Mais il y a le souci du détail là-dedans beaucoup, tu sais. Oui, il y a des choses qui se recoupent. recoupent. Il y avait de l'intérêt pour les sciences dans ma famille aussi, mais des intérêts assez généraux puis encouragés. En fait, mes parents, même s'ils venaient disons, profession plus libérale, étaient très ouverts d'esprit. Ma mère, entre autres, encourageait beaucoup l'art. Je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu elle-même être une artiste. Elle a élevé quand même 4 enfants, ce qui n'était pas rien. Puis mon père, même s'il était notaire, puis que bon, c'est une profession qu'on associe. Si on regarde les 12 travaux d'Imelda, on voit comment Robert Lepage joue la rectitude du notaire, ce qui est très drôle. Mon père avait ce côté-là, mais c'est un bon vivant, mon père. Ils sont encore en vie. Mes parents, ils ont participé à la création du film, d'ailleurs. Mais tout ça pour dire que mon père m'a initié à la bande dessinée. Il y avait une immense bibliothèque qui a probablement été le terreau le plus fertile pour la création. Je pense que si Denis était ici, il approuverait ça aussi. On était des mordus finis de BD. Toute la BD franco-belge des années 70-80, on a grandi avec ça. Puis c'est intéressant, puis on aura l'occasion de s'en reparler, mais aujourd'hui, tu travailles sur ces mêmes projets-là, tu sais, qui t'ont inspiré un peu plus jeune. Tu as travaillé avec des gens qui t'ont inspiré beaucoup, puis ça, Bien c'est sûr. fascinant, là. Oui, François Skelton, un grand BDiste belge qui a marqué mon enfance avec la série Les Cités Obscures chez Casterman, pour ceux qui le connaissent. Red Ketchup, qui est un agent du FBI bien de chez nous, que j'ai fini par adapter en série animée. Donc, effectivement, puis Robert Lepage, au niveau du théâtre, était une figure qui était déjà présente dans les discussions familiales. Ma mère m'a traîné voir des pièces de Robert quand j'étais tout jeune. Donc, il y avait cette ouverture-là très certaine. Mon père organisait des festivals de cinéma style Indiana Jones, James Bond. Il invitait les voisins, la famille, des festivals de Star Wars. Fait que le cinéma avait toujours une place. Mais c'est sûr que, bon, Denis a 11 ans de plus que moi. Lui, c'est l'aîné. Moi, je suis le plus jeune. Puis, il y a les deux autres entre les deux. Donc, il y avait beaucoup de mouvements dans la famille. Puis, mes frères et sœurs étaient tous plus vieux que moi. Puis, ils allaient à l'école. Ils étaient pensionnaires. Moi aussi, j'étais pensionnaire par la suite. Donc, les semaines, des fois, étaient longues. Fait que c'était sûr qu'on avait besoin d'un espace pour rêver. Puis ça, il y avait ça dans la famille. Puis je pense que c'est ça qui a créé de la place pour qu'on puisse s'exprimer. C'est un bel équilibre quand même, parce que être pensionnaire, tu sais, on n'a que quelques années de différence à peine. Tu sais, j'ose même pas m'imaginer ce que ça devait être que de se faire dire, écoute, tu t'en vas comme pensionnaire, une certaine rectitude qui vient avec ça, mais de l'autre côté, vous êtes capable de justement peut-être d'aller un peu plus dans la folie, dans l'art, dans l'expression de cette espèce de défoulement-là, là. Oui, puis moi, ça a commencé par le dessin. Moi, très jeune, autour de 4-5 ans, j'ai commencé à dessiner de façon compulsive. Là, je veux dire, je passais mes grandes journées à dessiner. Je créais mes propres bandes dessinées. Je suis illustrateur de formation. Moi, je suis designer graphique. Donc, je m'enlignais pour être plus un dessinateur. Puis j'étais fasciné par ça, tout le monde de l'illustration, de raconter des récits par l'image puis par le texte. Donc, c'est sûr que le jour où on m'a mis une caméra dans les mains puis que j'ai commencé à avoir le plaisir que tu pouvais avoir à mettre en scène des choses puis à travailler avec l'humain là-dedans puis le mouvement, c'est sûr que ça amène des dimensions de plus qui sont très plaisantes à explorer.
Puis, il faut bien dire, je voyais aussi mon grand frère qui poussait dans cette voie-là, mais sans... Denis a fait la course Destination Monde et tout. C'était en 91, je pense. Il avait 21, 22 ans. Puis il a fait 24 pays pendant 6 mois. Fait que c'est ça, toi, comme petit cul qui a comme 10 ans puis qui voit son frère, son grand frère, Denis devait être un peu un genre de héros pour toi, là. Tu devais le regarder puis ça devait te faire rêver, là. Bien sûr. Puis il y avait quelque chose de l'ordre de Tintin là-dedans parce que c'était avant l'ère de l'Internet. Donc, quand tu partais à travers... On l'a vu un peu dans le film de Ricardo Troggi ben voilà, en 95. J'allais le dire, on a une belle illustration de ça, mais c'était vraiment comme ça. Puis il y avait quelque chose de très... ça faisait rêver parce que tu avais des jeunes comme ça qui étaient envoyés à l'autre bout de la planète, puis avec leur caméra, puis qui devaient faire un film à chaque semaine. Puis ça, c'est sûr que, moi, j'étais au secondaire à ce moment-là, on suivait ça religieusement, puis c'était très inspirant de voir ça. Puis aussi, c'était du documentaire. Ça fait que, toute la force du cinéma de Denis, ça vient beaucoup aussi de ce rapport-là à la caméra, on va dire, plus vérité, c'est-à-dire essayer de faire un cinéma de fiction, mais qui est ancré dans quelque chose de très réel. Puis ça, on le sent quand on voit ses films. Donc, c'est son héritage, c'est son bagage, mais c'est aussi ses bases viennent de là, puis il s'est beaucoup battu. C'était pas écrit d'avance, ça. Là, lui, il regardait la course autour du monde. Ça s'appelait comme ça avant la course Europasie que lui a fait. Il regardait la course autour du monde, puis je me souviens, une vieille télé brune dans le sous-sol avec du tapis brun, puis Denis était arrivé là-dessus. Puis c'était un ado, il avait 16-17 ans, puis il rêvait de faire ça, lui, puis c'était comme son objectif, mais il n'y avait rien qui le prédestinait à faire ça. On était dans un petit village, il n'y avait rien. Il y avait la caméra vidéo de mon père qui a acheté en 81 ou en 82. Je me souviens d'avoir vu Denis tourner ses premiers films avec ça. Entre autres, il avait fait une reproduction de la séquence d'ouverture de Raiders of the Lost Ark. Je me souviens d'être allé dans le bois, puis il était avec son ami Nicolas Kadima, puis il faisait des storyboards de Dune déjà à cette époque-là. Ça fait que tout ça... C'est fou quand même, après. Ben oui, c'est fou certain. C'est fou certain quand tu penses à ça. 40 ans plus tard... Oui, puis que j'ai retrouvé, d'ailleurs, en faisant les 12 travaux d'Imelda, j'ai retrouvé son storyboard d'adolescence, de Dune, au moment où il s'apprêtait à tourner le film. Donc, il y a des synchronicités comme ça qui sont assez... Lui as-tu envoyé? Bien sûr, ben oui. Parce que vous semblez, les Villeneuve, être des bons archivistes. Je suis l'archiviste de la famille, en fait, mais ça vient aussi de mon père parce que mon père est notaire, donc il jette rien. OK, ouais. C'est ça. Le lien, là. Le lien est là, puis mon grand-père était notaire, puis je disais, fait qu'il jette rien non plus. Fait que là, il y a des entrepôts à votre nom, là, quelque part. Clairement, dans le centre du Québec. a fallu que je passe à travers ça, d'ailleurs, moi, pour faire les 12 travaux d'Imelda, parce que c'est un film qui parle de ma famille, mais surtout de ma grand-mère, bien sûr. Et beaucoup de ça vient de la recherche, donc d'éplucher les boîtes de l'historique familial. D'abord, c'était super intéressant, puis c'est rare que dans une vie, on prend le temps de faire ça, ou du moins avec ce souci-là de creuser un thème. Puis ça me servait de filtre aussi pour décider qu'est-ce que j'allais garder du passé, puis qu'est-ce qui allait disparaître, parce qu'évidemment, on peut pas tout garder du passé. Il y a trop de choses. Ça fait que c'était intéressant parce que mon père m'a donné un petit peu la licence de faire le ménage parce qu'il prenait sa retraite aussi. Donc, tout ça, c'est synchronisé. Avec un regard un peu objectif, reculé. Ben, en fait, ça prend un projet. Ça prend un projet pour décider qu'est-ce qui va rester. Puis moi, j'avais le projet parfait pour ça. Fait que c'est vraiment à travers le filtre de ma grand-mère, de ce que j'avais envie de raconter dans ce film-là, que j'ai fait le ménage dans les archives de la famille. Puis je suis le seul de la famille qui est intéressé par ça. Je veux dire, mes frères et sœurs, tout ça, c'est pas... Il y a personne qui est intéressé par le passé. Puis c'est drôle parce que mon premier long-métrage, c'était une science-fiction qui se passait dans le futur, qui nous projetait dans le futur. Puis quand j'ai fait les 12 travaux d'Imelda, j'ai fait l'inverse. Je suis allé cogner à la porte de mon enfance. Mais c'est intéressant parce que quand on comprend, tu sais, que le cinéma a toujours fait partie de vos vies, à tout le moins ton frère et toi, vous en avez rêvé, mais quand tu regardes ton parcours un peu, c'est pas clair que c'est vers ça que tu te diriges en partant, parce que là, tu sais, tu le disais, tu sais, t'es bachelier en design graphique, puis illustrateur, tu sais, il y a quelque chose qui colle à ça, mais tu t'es dirigé rapidement en publicité, oui, dans des grosses boîtes. D'ailleurs, tu es à l'origine, puis ça, il faut que tu le racontes un peu, du rebranding
d'une grosse agence diesel qui est devenue Sidley, qui est encore plus grosse, j'ai l'impression, aujourd'hui. Comment t'es arrivé là-dedans? C'était quoi ton plan en allant faire ça? Est-ce que tu disais, le cinéma, bon, j'ai fait parce que t'as quand même fait une majeure Oui, à Concordia, en film production, puis un bac en design graphique. Puis, à l'issue de mon bac en design graphique, à ma grande surprise, puis ça c'est honnête, j'ai remporté le prix du meilleur portfolio étudiant, puis c'était un prix qui était accompagné d'un stage. On comprend que ça faisait longtemps que tu travaillais dessus, là, tu sais, avec écoute, tes dessins tout jeune. J'avais pas de plan, tu sais, j'étais juste bien heureux d'étudier en design graphique, c'était un rêve à moi qui s'est concrétisé. Puis là, à l'issue de ce bac-là, je me suis retrouvé avec un prix qui était un stage de 2 mois dans l'agence qui s'appelait à ce moment-là Diesel. Ça s'appelait la bourse UQAM Diesel. Puis je me suis retrouvé en agence de pub comme ça. À l'époque, c'était pas ce que Sidley est aujourd'hui. C'était une petite agence dans le vieux Montréal avec des murs de briques. On était 40. Puis c'était très, on va dire, une espèce de workshop très collaboratif. C'était super trippant. J'étais heureux de me retrouver là. Mais on me faisait faire des sacs de patates, puis des publicités pour Randstad, puis des napperons de restaurant. Puis c'était ça mon stage de 2 mois. Donc, je l'ai terminé parce qu'il fallait bien le terminer. Mais à l'issue de ça, j'ai fait, bon, ben c'est pas pour moi. Puis là, mon boss de l'époque, qui était Philippe Meunier, il me dit, bon, enfin, tu te réveilles. Il dit, écoute. Il voyait beaucoup en toi de tout c'est ça. Il dit, nous autres, on est super contents de ce que tu as fait. Tu as passé le test, autrement dit. Puis il a dit, là, ce qu'on aimerait t'offrir, c'est un poste de directeur artistique pour le Cirque du Soleil. Donc, c'était leur plus gros client à l'époque. Donc, j'avais 24 ans. C'était une marque de confiance extraordinaire, si bien que pendant des années, je me suis promené un peu partout. Las Vegas. Oui, parce qu'il y a pas de frontière avec le cirque. Ben non, c'est ça. C'était un brand international. C'était pas comme vendre du poulet. Là. Je veux dire, c'était super intéressant. On vendait de la création, on vendait du rêve. Les gens au cirque étaient très, très exigeants, mais c'était une exigence qui nous poussait à l'excellence. Ensuite de ça, on voyait rapidement le fruit de nos efforts parce que les campagnes de publicité se faisaient avec des budgets. Puis on voyait rapidement le résultat. Ça, c'était trippant. Et il y avait à cette époque-là... J'aime ça que tu avec des budgets, mais que tu ne dises pas ce que ça représente, mais on comprend que c'est tout en lettres majuscules. Oui. Ben, en fait, c'est que ça venait avec une pression, mais que j'aimais. Moi, j'aimais ça, aller faire des pitchs devant plein de monde. J'aimais ça. J'étais pas intimidé à pitcher devant Guy Laliberté ou Robert Lepage ou arriver devant... Assumer tes idées pleinement. Là. Oui. Puis arriver avec des idées quand même audacieuses, quitte à des fois à les ajuster en cours de route. Il fallait être arrimé toujours au train principal qui était le spectacle en cause. Moi, j'ai travaillé sur Zumanity, sur K, sur Corteo, qui sont des noms que j'ai trouvés d'ailleurs. D'ailleurs, oui, ça, c'est quand même, c'est fun. Oui, c'est le fun. Ça laisse une marque indélébile. C'est valorisant. C'est valorisant. Puis ce qui était le fun, qui était d'autant plus valorisant, c'est qu'on c'était beaucoup moins fragmenté à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on me laissait faire le branding d'une campagne de A à Z. Ça veut dire au niveau web, print, télé. Donc, je pouvais même réaliser des pubs télé. On était des grosses équipes, évidemment, mais si tu veux, c'était chapeauté par une vision. Puis, on encourageait cette vision-là. Donc, jeune, je me suis retrouvé dans une position où on me faisait confiance au niveau de la création. Puis ça a été extrêmement formateur. Assez pour me dire, bon, ben, tu sais, je vais m'aiguiller là-dedans. Je vais essayer de faire le plus beau parcours possible parce que c'était un accident de parcours. Tu sais, j'avais pas prévu faire ça. Puis mon vrai rêve, c'était le cinéma. Mais quand tu finis l'université, tu te dis comment je fais pour gagner ma vie là-dedans, par où je passe. C'est une question que tous les cinéastes se posent. Puis à un moment donné, je suis tombé sur une entrevue avec George Lucas qui a la plus belle réponse à ça. Il dit, pour être cinéaste, tu fais un film, même si ça dure 1 minute, tu mets ton nom, directed by, puis c'est réglé. T'es rendu cinéaste. Fait que je continuais en parallèle de faire mon petit bout de chemin, des petits clips, des petits courts-métrages, des petits trucs pour me faire la main, puis me bâtir un portfolio. Puis tout à coup, en côtoyant des grands créateurs comme Robert Lepage, qui avait marqué mon enfance, j'en ai parlé. Oui, mais faut que tu m'expliques comment tu en es arrivé à connecter avec cette personne-là. Parce que, tu sais, les gens qui le côtoient ici, tu sais, on a la chance d'être à Québec, il est là, oui. Il y a le Diamant, tu sais, il y a son organisation ici, puis c'est quelqu'un qui, même et malgré toute la grandeur, c'est un mythe, c'est une légende, cet homme-là, est extrêmement simple. Oui, humble. Humble. Tu le croises dans un restaurant, il te connaît, il fait pas semblant, il se lève, « Hey, salut, comment ça va? » Il se souvient souvent de ton nom même. Oui. Tu sais, il est vraiment sympathique.
Oh, Robert, c'est quelqu'un, c'est la personne qui m'a le plus marqué et qui a eu le plus d'influence sur ma vie personnelle. On pourra développer là-dessus plus tard. Mais je te dirais qu'au niveau de la rencontre initiale, ça s'est passé par le Cirque du Soleil. Donc, dans le cadre de mon mandat de branding, j'ai été assigné au spectacle K, qui était le plus gros spectacle du cirque à ce moment-là. Un budget de 200 millions que pour le spectacle, plus, je pense que c'était... Quand tu vois le budget, là, c'est comme... Ben oui, c'est ça, c'est énorme. T'as aucune référence. 200 millions, c'est plus grand que ça. C'était pour le spectacle. Après ça, ils construisaient la salle. Je pense que c'était un budget de 180 millions juste pour construire la salle. Parce qu'ils construisaient la salle en fonction du spectacle. Donc, t'imagines, pour Robert, tu arrives comme créateur, puis on te dit, non seulement tu vas concevoir le spectacle, mais en plus le véhicule, c'est-à-dire le canevas, pour raconter ton histoire. Fait que c'est là que ils ont engagé des ingénieurs pour l'espèce de bras canadien qui tenait le stage. Pour ceux qui ont vu le spectacle, c'était absolument extraordinaire parce que tu avais un gouffre noir, puis tu avais un stage amovible sur un immense bras articulé qui permettait de bouger le stage dans tous les sens. Ça avait jamais... Lui, il avait les moyens de ses idées. Là. Ben oui, c'était du monde qui avait travaillé pour la NASA, là, qui designait ça, ou des ingénieurs qui avaient travaillé pour des gros shows rock, là, des trucs énormes. Ça fait que là, j'étais assis avec ces gens-là. Tu peux t'imaginer, pour un jeune, c'est trippant en tabarouette. Tu dois juste faire un pas de recul, faire qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Ben, en fait, c'était très formateur parce que tu fermes ta gueule puis t'écoutes puis après ça, à un moment donné, on te pose des questions, puis qu'est-ce que la campagne va avoir l'air, puis là, il faut que tu arrives avec des réponses. Fait que moi, je m'étais lié d'amitié avec ces créateurs-là qui étaient fort sympathiques, fort ouverts d'esprit. Puis, dont Robert. Puis, ce qui était intéressant avec Robert, c'est que, comme tu l'as dit, il est tellement humble puis sympathique. Il venait s'asseoir avec nous le soir, les jeunes de Diesel, Sidley. Puis, il venait pas nous coacher, nous superviser, mais il était réellement curieux de ce qu'on faisait. Puis, il regardait notre création. Puis, c'est la première fois qu'il y avait un metteur en scène de ce calibre-là qui faisait ça, qui venait s'asseoir avec nous. Puis qui restait tard, là, il restait tard pour travailler avec nous. Puis je me souviens qu'il a vu mes ébauches d'affiches, puis j'avais mis une espèce de logo temporaire, puis j'avais appelé ça K. Puis là, il regarde ça. Comme c'est écrit aujourd'hui, oui, le KA avec l'accent. Puis Robert, plus tard, est arrivé peut-être un mois plus tard, puis je suis persuadé que dans sa tête, c'était... Je présume pas du tout qu'il a vu ça, mais il est arrivé plus tard, un mois plus tard, puis il a dit « Mon show va s'appeler K ». Puis là, il était, dans sa tête, c'était lui qui était arrivé avec le nom, puis je suis sûr que c'est ça qui s'est passé dans sa tête. It grows on you, il a vu ça. Mais moi, tous les noms que je sortais pour le cirque, c'était tout enregistré légalement, puis j'en avais trouvé des centaines, sinon des milliers. Ça fait que K était enregistré, puis sur mes affiches, puis tout ça. Fait qu'on a la copaternité c'est du nom, puis je trouve que c'est de bonne guerre parce que, en fait, je vois ça comme un énorme compliment. En fait, quand un metteur en scène voit une maquette, puis qui voit le potentiel, puis que it grows on him, puis c'est ça le nom de mon show. Mais regarde, moi, c'était ça ma job. Mais ce qui est fascinant dans cette relation-là, c'est aussi que lui, il est capable de voir en toi ou en quelqu'un le potentiel, le talent, la capacité, nonobstant la réputation que tu as. Puis, dès le départ, il a embarqué dans cette espèce d'esprit créatif-là que tu lui soumettais sans le savoir. Là. Oui, puis ça a été plus loin que ça parce que là, moi, j'avais un projet personnel. À ce moment-là, je faisais en parallèle de ma carrière en publicité, j'écrivais des livres, dont les romans graphiques Mars et Avril, qui sont la base du long-métrage de science-fiction, mais qui étaient des photoromans, mais modernes. C'est-à-dire que je viens du design graphique, ça fait que je voulais pas faire un photoroman quétaine à l'eau de rose avec des petites cases puis des bulles. Là. Mais clairement, les astres vous rassemblaient. Oui, parce que c'est son genre de trip. Ouais. Fait que là, j'y parle de la suite parce que j'avais publié le tome 1 déjà. Puis là, j'y parle à Robert de mon projet de tome 2. Puis là, il dit, tu parles de Mars et Avril, ton photoroman? J'ai dit oui. J'ai dit, tu connais ça? Mais il dit, oui, je l'ai acheté, je l'ai lu, j'ai trippé au bout, tout ça. Fait que j'étais comme touché que Robert ait lu mon livre, tu sais. Qui fait partie de tes clients, là. Ben oui, c'est ça. Fait que là, il était déjà vendu, si tu veux, entre guillemets, à l'idée, au concept. Fait que là, il
il dit, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse là-dedans? Mais j'ai dit, en fait, ton personnage était déjà mentionné dans le tome 1, mais je n'avais pas développé plus qu'il faut, mais là, ça deviendrait le personnage principal du tome 2. Ça fait que là, je commence à y parler de l'idée puis tout ça. Pourquoi tu lui dis ton personnage? À Robert, celui qui... Ouais, mais il n'avait pas participé au premier, là. Non, c'est ça, mais moi, dans ma tête, c'était déjà fait qu'on allait le faire ensemble parce que là, il est intéressé. Okay. Fait que quand tu vois que ton attention, puis tout ça, tu sais, là, c'était une question... Saute dessus, là. Saute dessus, puis là, c'était une question de booker des dates, puis comme Robert est super, comme, occupé, là, on va le dire, là, il fallait qu'on le book, tu sais, comme, il était en transit entre Londres puis Singapour, mettons, puis il passait l'équivalent d'une nuit blanche avec nous. Tu sais, nous, c'était le jour, mais pour lui, c'était la nuit. Puis il est venu en studio, puis je pense qu'il s'était fait une idée que c'était fait avec des budgets. Ça, je ne sais pas pourquoi. Il avait vu le tome 1, puis pourtant, c'était fait avec des fonds blancs puis des fonds noirs. Là. C'était minimaliste au bout. Ça, les gobelets, là, tu sais. Ouais. Mais il pensait que mon chum Yannick McDonald, le photographe, que Yannick avait des budgets, puis il travaillait à l'usine B, à côté de l'usine C, dans une ancienne piquerie. Puis, tu sais, c'était comme complètement trash, là, tu sais. Il y avait encore des seringues à terre. Tu sais, c'était des grosses vitres avec des fils d'araignée. Tout était crotté. Puis Yannick travaillait en soustraction de lumière. Il n'y avait aucune lumière artificielle. Il coupait la lumière avec des cartons. Fait que là, Robert arrive là, monte les petits escaliers sur 4 étages. Je te demande dans quoi il s'est embarqué. Non, il était plutôt réjoui, en fait. Il était super bien habillé, puis il faisait attention à ne pas se salir. Puis dans sa tête, c'était le contraire de ce qu'il s'attendait comme setup. Puis il découvrait quelque chose, puis c'était vraiment son genre d'univers, d'embarquer dans un trip comme ça, où on l'entraîne dans une place où il n'est jamais allé. Puis là, tu sais, c'était comme on cherchait, c'est comme un laboratoire. Puis là, tu sais, moi, j'avais Robert comme sujet que je pouvais le photographier. Puis il y a quelque chose de sacré à la photographie. Tu sais, aujourd'hui, on est beaucoup dans le médium audiovisuel où il faut que ça bouge, il faut que ça parle, il faut que ça... Mais il y a beaucoup de choses de narratif dans la photographie. Puis quand tu te mets quand ça va être une image fixe, il y a beaucoup plus de discussions à avoir sur ce que ça implique. Puis Robert était beaucoup dans la symbolique des images, puis dans le côté modèle. Puis là, je m'en servais comme mannequin, si tu veux, entre guillemets. Fait que c'était bien, bien intéressant de travailler comme ça, puis avec les questions que ça soulevait, puis de faire quelque chose de chic en peu de temps. On avait une journée à passer avec lui, c'était ça le deal. Puis il était super content du résultat du livre, si bien que c'est lui qui a proposé d'adapter ça au cinéma. C'est pas moi. Oui, d'ailleurs, il a été propriétaire via son entreprise des droits pour porter à l'écran ce film-là. Oui, ici à Québec, c'est lui qui devait le produire, peut-être même le réaliser. À l'époque, on travaillait d'abord, moi j'avais été mandaté pour écrire le scénario adapté de mes romans photos. Avec les productions, ça s'appelait à ce moment-là du 7e art, si je me souviens bien, puis c'était ici à Québec. Donc, toi, tu ne devrais pas le réaliser à ce moment-là. Là. On n'avait pas encore parlé de ça. Tu sais, pour l'instant, on développait le scénario. Donc, puis moi, j'avais quitté mon emploi chez Sidley, moi, pour faire ça. OK. Fait que toi, pas peur d'avoir un sans-filet, là. Tu croyais au projet ou tu disais fallait que je sois 100% dédié à ça? Quand tu as Robert Lepage qui te dit je suis intéressé à adapter tes livres, je veux dire, c'est comme la porte ouverte dont j'avais toujours rêvé, tu sais, pour faire un premier long métrage. Tu sais, c'était quand même si j'étais, disons, scénariste. Là, je reviens à cette famille structurée, puis j'imagine que des notaires puis des gens de droit sont assez prudents dans leurs agissements. Ils réagissent comment quand tu dis « Ben, savez-vous quoi? Moi, je quitte un des plus beaux fleurons québécois. » Ben oui. Non, mais encore aujourd'hui, il y a des gens dans ma famille qui pensent que j'aurais dû rester là. Tu sais, parce qu'il y a une résistance quand même à la liberté que l'on s'accorde quand on devient un artiste indépendant, si tu veux, avec, tu sais, no boundaries, que, tu sais, je m'en vais par là, puis je fais telle chose. Tu sais, Est-ce que c'est une forme de jalousie, peut-être, ou d'envie? Non, peut-être? Je pense que non, c'est peut-être plus une question d'insécurité ou de ce dont je parle d'ailleurs dans les 12 travaux d'Imelda, c'est-à-dire Imelda a choisi le notaire et non pas le poète. Moi, j'ai choisi la poésie, j'ai choisi des voies moins traditionnelles, puis en plus de faire des projets sans compromis. Puis Marseille Avril en était un, c'est-à-dire qu'on avait envie de faire un film de science-fiction. Robert venait de faire La face cachée de la Lune. Qui est un de mes films québécois préférés, d'ailleurs. Moi aussi. Que j'adore. Puis là, l'idée, c'était
à cette heure qu'on est allé sur la Lune, là, on va sur Mars. C'est un petit peu ça la blague qu'on faisait, Robert et moi. Puis on prend le bocal du poisson rouge, puis tu te le mets sur la tête, puis on s'en va dans l'espace. Exactement. C'est ça. Puis on visite une dimension. C'est toujours ça aussi, un film. Hein, c'est ouvrir une porte sur une dimension. Puis là, on avait envie on avait des idées très similaires sur ce que le film devait être. En fait, c'était fort agréable, les discussions. Puis, tant et si bien que pendant 1 an ou quelque chose comme ça, j'ai développé le scénario jusqu'à un point où on s'est dit, bon, ben le scénario est mûr à être tourné. Puis à ce moment-là, Robert devait tourner son adaptation de la trilogie des Dragons, qui devait être son plus gros film, son plus gros budget. Je pense que c'était un budget de 8-9 millions, quelque chose comme ça. Et c'était sa pièce phare. Hein, c'est ça qui l'a fait connaître à l'international. Ça a roulé partout sur la planète. Et on lui a refusé, les institutions SODEC et Téléfilm Canada lui ont refusé 5 fois, je pense, le budget. C'est quand même Robert Lepage, là. C'est ça. Donc, moi, à l'époque, le message que ça m'a envoyé, c'est que si Robert Lepage n'est pas capable de faire son film, qui devait être en fait un petit peu sa locomotive pour en produire d'autres, dont le mien, ben à ce moment-là, quels sont les réels espoirs? Tu sais, qu'est-ce qu'on envoie comme message de société quand on n'est pas capable de financer un de nos plus grands créateurs, puis qu'on lui dit « Ah, ben ta place, c'est plus le théâtre ». Alors qu'il est meilleur cinéaste que bien des gens financés par le système de financement public. Là. Mais sauf erreur, Mars et Avril a été financé par Téléfilm Entre autres, Canada. oui, c'est ça. Sauf SODEC. que c'était un budget mixte dans le sens qu'il y avait beaucoup de partenariats privés là-dedans. C'est un film peu conventionnel qui a été fait aussi de façon peu conventionnelle. Ah, puis il faut en parler parce que, tu sais, déjà, tu fais cinéma québécois avec science-fiction, tu te dis, oh, peut-être une petite dichotomie. ben, un peu quand même, parce que ce qu'on a en tête des films de science-fiction, ça vient avec un budget, des effets spéciaux, tu sais, il y a des couches, là. Puis ça, il y a un coût à ça, là. Oui, que j'ai décidé ou que j'ai naïvement entrepris en me disant, à défaut d'argent, on va mettre du temps. Donc, Ça a pris quoi, là, 7 ans? Oui, c'est quelque chose comme ça, oui, 7 ans. Mais comment toi, tu te retrouves finalement à récupérer le projet, là? Parce que là, Robert, Ben oui, d'une certaine manière, est plus propriétaire de ces droits-là. Là. Il a claqué la porte de son entreprise, les productions du 7e art, avec raison, avec une très grande frustration, parce qu'il n'y avait pas eu ses sous pour adapter la trilogie des Dragons, alors que tout était en place là, pour faire son film. Donc, il était très, très, très frustré de ça, et puis je le comprends tout à fait. Mon cœur était avec lui. Mm-hmm. Puis j'appuyais sa démarche. Je l'aurais appuyé aussi publiquement si on m'avait questionné à cette époque-là. Mais moi, j'avais quitté mon emploi. Là. Tu sais, j'avais plus de gagne-pain. Puis là, j'avais plus de compagnie pour, si tu veux, appuyer mon film. Fait que dans votre relation, c'est peut-être la première forme de conflit? Ou Non, pas du tout. Non, parce que j'attendais que la poussière redescende pour qu'on se revoie. Puis sa sœur, Linda Beaulieu, qui était aussi son agente, on est resté en lien à travers cette période-là. Puis elle m'avait dit aussi, tu sais, attends que Robert, que la poussière retombe. Puis là, éventuellement, on s'est reparlé et Robert n'était pas conscient des implications. Pour moi, je pense qu'il était pris dans d'autres choses, évidemment. Puis il n'était pas conscient que mes droits étaient retenus par sa compagnie puis que tout était bloqué à cause de ça. Puis lui m'a assuré de son entier appui en me disant écoute, Martin, il faut que toi, tu continues. Tu sais, moi, je veux dire, j'ai plus d'intérêt à travailler en cinéma, tout ça, sauf qu'il dit, tu sais, ça me ferait plaisir de jouer dans ton film. Ça me ferait plaisir. OK, au moins, c'est lui qui te l'a offert. Parce que je me posais la question, comment tu as réussi à le ramener dans le projet? Non, j'ai pas eu à le ramener. En fait, il voulait rester associé. Il m'a dit, écoute, je peux essayer de t'aider pour la production. Dis-moi ce que tu veux que je fasse, en fait. Puis là, on était chez Dame Tartine, je m'en souviens encore, c'était un déjeuner chez Dame Tartine sur la rue Ontario. Puis c'est là qu'on a réévalué les bases du projet puis comment on voulait entreprendre la suite. Puis donc, c'est une rencontre très importante qui a déterminé beaucoup la suite des choses. Et Robert ne m'a jamais laissé tomber. Même, c'est lui qui a sauvé le film plus tard quand je me suis retrouvé avec des gros problèmes pour le refinancer, entre autres. Donc, Robert, très, très, très important dans ma vie. Puis, un vrai trooper. Puis, c'était pas un hasard que s'il joue mon père, le fils d'Imelda dans les 12 travaux d'Imelda, je ne pouvais pas penser à quelqu'un d'autre que lui. Mais c'est quelqu'un qui m'a fait des gros cadeaux puis qui m'a toujours fait une place comme créateur, qui m'a toujours pris au sérieux. Alors que
plein d'autres gens m'ont pas pris au sérieux. Lui, il a toujours vu quelque chose en moi que je ne saurais pas t'expliquer. Puis d'ailleurs, l'incompréhension, va falloir en parler aussi, tu sais, que tu es un grand créateur comme lui, qui a une réputation, qui a une crédibilité là, qui est infaillible, là. Oui. T'appuies, puis que tous ces organismes-là, finalement, embarquent pas là-dedans. Ça va, tu sais, on va y retoucher. Mais je veux juste finir sur mars et avril parce qu'il y a quelque chose de fascinant là-dedans, c'est qu'avec un budget de 2,3 millions à peu près, Canadien, tu as trouvé le moyen de faire ta place, de faire un film de science-fiction, de faire quelque chose d'un peu pété aussi, parce qu'il y a beaucoup d'aspects dans ce film-là qui les gens auraient peut-être pas pensé. Tu sais, tu as créé le personnage de Robert et holographique, en fait. Fait que ça t'a permis de te tourner d'une façon assez exceptionnelle pour pouvoir l'intégrer à ton film. Mais l'autre chose aussi, c'est que c'était pété, là, les instruments que tu avais, que tu créais là-dedans. Il fallait que tu c'est de la fiction jusque-là. Ces instruments-là n'existent pas. Tu les as vendus à Guy Laliberté avant même qu'ils existent. Avant même qu'ils existent. Oui, c'est ça. Il fallait trouver des idées. C'est-à-dire que quand le plan A fonctionne pas, il faut trouver un plan B qui est meilleur. Donc, par exemple, Robert Lepage, à un moment donné, quand il voulait jouer dans le film, comme je l'ai dit, mais quand ça a été le temps de tourner le film, il n'était pas disponible. Il faisait 8 opéras, puis 5 mises en scène, puis il était juste pas disponible. Là, t'exagères même pas. Non, puis, tu sais, pour faire un long métrage, ça prend des acteurs disponibles pendant, je sais pas moi, 1 mois, tu sais, 20, 25 jours, 30 jours. Donc, c'était pas possible. Linda a dit, tu sais, je pourrais te le libérer pour 2-3 jours, mais... C'est comme, oh, merci, mais... Mais là, tu sais, c'est un personnage principal. Tu sais, là, tu fais comme, je fais quoi avec ça? Puis là, à un moment donné, je me suis réveillé un matin, puis j'ai eu une idée comme ça un peu folle de dire, tu sais, premièrement, je n'avais jamais vu cette idée-là de dire, je pourrais avoir un corps réel, puis le cou serait un projecteur, puis la tête serait un hologramme. Donc, à ce moment-là, je pourrais avoir un autre acteur sur le plateau pendant la durée que j'ai de besoin, qui jouerait juste le corps, puis je pourrais tourner juste la tête de Robert, puis en faire un objet. Puis si les yeux sont raccords puis que le timing est bon, ben on va mettre ça ensemble comme un casse-tête puis ça va marcher. Tu sais. Et juste parenthèse, parce que ça, c'est important, comment tu justifies la présence de l'acteur qu'on finalement on voit jamais, juste mais de corps là? Tu sais, si vous irez voir à tout le moins la bande-annonce, vous allez comprendre, mais lui, là, il joue un autre acteur, tu sais, il sert au film. C'est un peu comme un cascadeur, là. En fait, le personnage d'Eugène Spaak, qui est le personnage que Robert Lepage joue, est un personnage comme ça qui a un pied dans la réalité puis un pied dans le fantasme. Donc, si on prend le corps comme étant le point d'ancrage de la réalité, la tête est un fantasme. C'est une projection hallucinée. C'est un personnage, si tu veux, à moitié technologique, moitié humain, puis qui est immortel. C'est-à-dire que sa tête, ses idées sont storées quelque part dans une boîte, dans un disque dur. Puis on envoie une projection holographique qui est capable d'ailleurs de transformer. On le voit donner une conférence où plutôt que d'avoir sa tête qui est projetée, c'est des planètes, puis il donne toute une conférence comme ça. Je trouvais que ça se prêtait tellement bien à Robert Lepage, qui est aussi une présence fuyante, qui est jamais vraiment là parce qu'il est partout à la fois, mais que, tu sais, je veux dire, qui est très... très lucide, puis mais en même temps qui a un pied dans le rêve comme ça, puis dans d'autres dimensions, puis qui a des antennes déployées jusqu'à l'infini. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de très poétique dans cette idée-là. Puis ça fitait avec l'esthétique que je voulais faire pour le film. Puis quand j'ai pitché cette idée-là à Robert, je l'ai croisé par hasard à l'aéroport. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, j'arrive à l'aéroport, puis je venais d'avoir cette idée-là, puis Robert est là, puis on passe 1 heure ensemble, assis sur... Puis là, il m'a dit, puis... as-tu appelé Marc Labrèche? As-tu appelé Yves Jacques pour jouer mon rôle? Puis j'ai dit, ben... parce qu'il y a une connexion entre les deux. Là. C'est ça. Fait que là, j'ai dit, ben attends, j'ai une idée. Tu sais, fait que là, j'y dessine un cercle avec 6 caméras disposées à 60 degrés. Puis j'ai dit, mettons que je te mets au centre, habillé tout en vert, puis que le cylindre de caméra est vert. Là, tu n'as plus de référence par rapport à... Tu sais, je veux dire, l'objet tête devient un objet 3D qu'on est capable de recréer en post-production dans l'angle qu'on veut. Puis on peut en faire un système de pixels un petit peu en mouvement. Là. Tu sais, j'avais pas encore la technologie. D'ailleurs, il a fallu créer cette technologie-là qui n'existait pas à l'époque. Puis là, Robert, tout à coup, là, j'avais son attention, puis il était complètement fasciné, puis il voulait
encore plus. Tant que c'est éclaté, lui. Ben oui, là, en plus, ça s'est jamais fait. Là, parfait. Count me in. Quand est-ce que tu veux faire ça? Puis l'affaire qui est devenue encore plus compliquée, c'est que Robert n'était pas disponible en post-production. Parce que la logique veut que j'aurais tourné le corps d'abord, puis ensuite, en fonction du corps, on tourne la tête. Mais c'était pas possible. Il a fallu que tu fasses le contraire. Je fasse l'inverse. C'est la toute première chose qu'on a tournée. Donc, j'avais storyboardé l'ensemble du film. Donc, il y avait juste moi qui savais où il allait regarder, où son personnage allait regarder dans 6 mois. Oh. Ça fait que là, il fallait que je dirige son regard avec un laser dans le cylindre vert, puis que là, les autres acteurs viennent, puis on avait organisé un système de téléprompteur pour que Robert puisse avoir l'interaction parce que là, c'est du théâtre minimaliste à son apogée. Là. Je veux dire, t'es tout seul dans un cylindre vert, puis t'as rien, puis même les mouvements du personnage, il devait les simuler. T'sais, disons que le personnage est en train de marcher, mais il fallait qu'il s'imagine en train de marcher, puis pas en faire trop. Tu sais, c'est quoi quand tu es assis, puis tu t'imagines un mouvement? Il y a juste Robert Lepage qui pouvait faire ça. Et tout ça a fonctionné à un tel point que tu as eu plusieurs distinctions avec ce film-là. Ça t'a amené à faire quelque chose qu'aucun autre Québécois a encore fait aujourd'hui, c'est-à-dire un TED Talk. Oui. Il faut absolument que tu nous expliques comment c'est arrivé, parce que encore là, tu as su impressionner la personne qui s'occupe de ça, qui t'invite à aller faire le TED Talk, qui est quand même quelque chose d'extrêmement prestigieux, pensant que tu avais eu beaucoup plus de budget pour ton film que ce que tu as eu. Non, c'est encore une fois, c'est un bel accident de parcours. Évidemment, on ne peut pas s'inviter à TED ou on ne peut pas prévoir être invité là. Je veux dire, il faut être... Explique un peu ce que c'est, là. TED, c'est des conférences qui sont basées sur 3 pôles. Ça s'appelle Technology, Entertainment and Design. Ça a commencé dans les années 80. Puis c'est c'est la gauche américaine. C'est toutes les idées qui viennent de la Californie, qui ont changé le monde. Là. Je veux dire, on donne, disons, 10 ou 15 minutes aux conférenciers pour proposer une idée qui doit changer le monde. Une petite brique pour contribuer à changer le monde. Puis, même si tu parles d'art ou de politique ou de géographie ou d'histoire, il faut que ton message ait une portée universelle. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'est pas dans ce domaine-là peut y trouver quelque chose d'intéressant pour sa propre vie. Donc, moi, c'est quelque chose que je suis depuis très longtemps, puis j'ai toujours été un fan de TED. Fait que j'écoutais mon petit TED Talk chaque semaine ou quelque chose comme ça. Puis là, je me retrouve au Whistler Film Festival dans l'Ouest canadien. Puis, je veux dire, c'est le fun, le Whistler Film Festival, parce que tu fais du ski pendant le jour, tu vois des films le soir, tu manges bien, c'est juste du fun, tu sais. Fait que j'avais skié toute la journée. Puis le soir, on me demande d'aller présenter mon film. Puis grande salle, écoute, puis il y a quand même 500 personnes qui, tu sais, c'est pour le festival de Whistler, c'est beaucoup de monde. Puis là, on me demande après de répondre aux questions du public. Puis souvent, on le sait, là, je veux dire, les Q&A, il y a la moitié de la salle qui part, puis à la fin, il reste 3 personnes qui regardent leur téléphone. Puis ça dure 20 minutes. Moi, ça faisait 1 heure que je parlais, puis les 500 personnes étaient encore là. Puis il y avait encore des questions, puis il y avait encore des questions. Puis là, après 90 minutes, donc la durée du film, j'ai parlé pendant la même durée que le film. Puis là, il a fallu qu'il m'interrompe en disant, ben là, il y a un autre film qui s'en vient bientôt, fait qu'il va falloir malheureusement arrêter. Et là, je vois Chris Anderson qui arrive. Tu sais, c'est comme surréaliste. Tu sais, c'est le gars derrière TED. Oui, c'est le grand gourou de TED. Puis là, il arrive, il sort de la noirceur, puis il s'approche vers moi. Puis l'actrice Caroline... Tu sais très bien c'est qui, là. Ben oui. Puis là, il y a l'actrice Caroline Davernaz qui était avec moi, qui répondait aux questions aussi. Puis qui joue dans ton film. Qui joue dans mon film, et qui vient juste de me dire, littéralement, Martin, tu es un bon conférencier, tu devrais faire ça dans la vie. Puis là, au même moment, tu sais, c'est un drôle de synchronicité, tu as l'incarnation des conférences mondiales qui arrivent, qui est Chris Anderson, la main tendue, qui me dit « Bonjour, M. Villeneuve, c'était super intéressant, puis je me suis fait dire de venir voir votre film, puis tout ça. » Puis là, j'étais comme juste bien intimidé d'y parler, puis tu sais, fait qu'on commence à jaser, puis là, j'ai dit que je suis un grand fan de TED, puis que j'admire beaucoup ce qu'il fait, puis que c'est « Ah oui, etc., etc. » Puis là, j'ai dit, je me suis toujours demandé ça doit être quelque chose quand même, tu sais, je veux dire, tu sais, t'arrives, tu fais un TED Talk, tu sais, ça doit être, j'ai dit, ça doit être parce que t'as peu de temps, là, c'est quand même concis. Ben oui, toi, le tien que t'as fait, c'est à peu près 10 minutes, là. C'est ça. Puis là, il dit, écoute, il dit, peut-être je suis
pas clair, là, mais il dit la raison pourquoi je suis ici. C'est un peu ça que je viens t'offrir c'est comme ça. opportunité, ouais. Puis là, je fais, really? Tu sais, mais pour parler de quoi? Tu sais, il dit de ce que tu viens de dire là, tu sais, parce qu'il dit, t'as parlé de technologie, d'entertainment puis de design, puis comment t'as contourné les problèmes pour en faire des opportunités. Puis il dit, c'est ça qu'on veut entendre à TED. Puis on cherchait comme un jeune, tu sais, dans le domaine du film. Il dit, je veux pas t'intimider, mais il dit, les 2 autres cinéastes qui ont parlé avant toi, c'était James Cameron puis J.J. Abrams. Là, il dit, cette année, on voulait un inconnu, un jeune inconnu que personne connaît, qui viendrait nous parler de ces notions-là. Puis là, je l'ai trouvé. Tu sais, on m'avait dit de venir te voir puis de venir voir ton film. Tu sais, c'est des gens qui sont très informés, des informateurs un peu partout sur la planète. Donc, imagine, tu sais, c'est le grand gourou qui m'invite. Puis là, il avait mis sa carte d'affaires entre ses doigts ici comme ça, puis en me serrant la main, il me laisse sa carte. Puis il dit « We'll be in touch ». Puis il est disparu comme il est arrivé. Fait que je dis, bon, est-ce que c'est moi qui le rappelle ou... Ben là, c'est ça, là, on est allé prendre une bière avec mes amis tu sais, Caroline puis les autres cinéastes qui étaient là ce soir-là. Puis là, il était comme « Martin, tu comprends pas, ça va changer ta vie ». Puis moi, c'est comme si j'y croyais pas parce que je me disais, ben il a peut-être dit ça juste pour me faire plaisir, puis j'entendrai jamais parler de ça après. Puis 2 semaines plus tard, il y a quelqu'un de TED qui m'a contacté, qui m'a dit « Monsieur Villeneuve, on vous attend telle date. Votre billet d'avion est booké, votre chambre d'hôtel, vous arrivez à Los Angeles, vous allez avoir une pratique devant les curateurs. Et puis, on va vous donner les dernières notes. Puis le lendemain, à telle heure, vous allez prononcer votre TED Talk. » C'est comme ça. Puis là, déjà, toi, t'arrives, ça les a surpris un peu parce que t'avais pas ton entourage. Ben, souvent, les gens qui sont là, c'est des grands, les noms que t'as nommés, c'est des gens qui arrivent pas tout seuls, adjoints. Puis, ben, même tu sais, à tête de toujours des gens très connus, comme moi, l'année que je suis allé, il y avait Bono, il y avait Peter Gabriel. Avec qui t'as chillé, là, finalement. Oui. Ben, écoute, on passe la semaine ensemble, Bill Clinton. Tu sais, c'était surréaliste, là. Tu sais, j'étais en compagnie de ces gens-là. Puis t'as aussi la moitié qui sont des parfaits inconnus comme moi. Fait que c'est super intéressant comme mix. Puis évidemment, c'est tout du monde ouvert d'esprit puis pas banal. Là. C'était As-tu fait des contacts là, qui t'ont apporté 2-3 trucs? Oui, bien sûr. Puis écoute, c'était super. J'ai passé la semaine là. C'était une expérience transformatrice. Là. C'était extraordinaire. Puis on m'a donné 11 minutes de temps sur le stage. Puis, moi, je suis arrivé là-bas tout seul parce que, tu sais, moi, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Tu sais, je connaissais la machine TED, mais j'y étais jamais allé. C'est quand je suis arrivé, ils m'ont demandé « où ton équipe? » Puis là, j'étais comme « Quelle équipe? » It's me. It's me. Moi, j'ai toujours été un one-man show, là, dans le sens que je fais mes projets, je pousse mes affaires, puis Merci Avril, je l'ai fini tout seul. Tu sais, c'était comme un traversée du désert, ça a été extrêmement difficile. Fait que j'étais habitué, moi, d'écrire mon speech, puis de m'auto-représenter, puis etc. Mais là, les autres, ils cherchaient mon publiciste, ils cherchaient mon writer, ils cherchaient le monde de PR, tout le monde qui entourait les autres TED speakers. Puis moi, j'étais tout seul. Fait que ça, c'était comme un cas unique, là. Ce qui me fascine là-dedans, là, puis si on va garder cette portion-là, là, en termes de crédibilité, le TED Talk, OK? Là où tu t'es rendu avec tout ce que tu as fait. Ton frère, Denis Villeneuve, lui, tu m'avais dit qu'il n'avait pas trippé tellement sur Mars et Vénus, hein? Mars et Avril. Mars et Avril. Mais t'es pas le premier à faire le lapsus. J'ai toujours trouvé ça drôle parce que moi, dans ma tête, ça a tellement pas rapport. Mais parce que c'est Mars pour la planète Mars, puis Avril pour le personnage d'Avril, puis même le distributeur qui croyait pas du tout au film faisait l'erreur. Puis ça m'a toujours fait rire comment le film a pas été perçu comme il devrait par une certaine partie de la population. Oui, parce que c'est ça, on sait, l'homme-femme, c'était pas ça du tout. Là. Non. On connaît avec le Mars et Vénus. Là, je pense que Mars et Vénus, c'est Denise, c'est un livre qui a marqué le Québec quand même, là, tu sais. Mais c'était pas du tout, il n'y avait pas de lien avec ce que moi j'essayais de faire. Puis le film a été, disons au Québec, tu sais, ça a été reçu un petit peu à rebrousse-poil. Mais parce que c'est pas un genre qu'on est habitué de voir dans le cinéma québécois. Non, puis c'est de bonne guerre aussi parce que c'est une proposition, tu sais, comme assez différente puis qui plaît pas nécessairement à tout le monde. Mais justement, l'importance de faire des œuvres qui marquent un petit peu, qui sortent des sentiers battus, disons. Mm-hmm. Tu sais, qui ont pas peur d'essayer quelque chose de nouveau. Puis même si c'est un film qui est loin d'être parfait, je pense qu'il y a des qualités. Puis il vieillit assez bien. Je l'ai revu, il y avait un festival de science-fiction à Montréal l'été dernier, puis j'ai pris plaisir à le revoir 12 ans plus tard.
Je trouve qu'il vieillit bien. Puis, il y avait tout un concept derrière ça qui est encore valable, tu sais, que l'univers est un instrument de musique, puis que ça fonctionne par résonance, puis qui est un modèle cosmologique qui date du 17e siècle, mais qui est encore valable aujourd'hui. On pense à la théorie des cordes, on pense à... Tu sais, il y a plein de scientifiques qui voient encore une certaine musicalité dans l'univers. Puis, je trouvais que... moi, c'est ça qui m'intéressait d'explorer avec ce film-là. Si je le refaisais aujourd'hui, ça serait complètement autre chose. Mais comme je te demandais, tu sais, tu as eu beaucoup de succès critique ou d'estime, là, je devrais dire. Puis ça à l'international. Oui, à l'international. Mais, Québec, mais ton frère avait un peu comme été refroidi. Ce que tu me disais. Ben, c'est parce qu'il trouvait que on commence pas avec de la science-fiction, on finit avec de la science-fiction. Tu sais, lui, dans sa tête, il a toujours été un fan fini de science-fiction, mais jamais il se serait lancé dans une aventure comme ça avec un premier film. Il me trouvait fou de faire ça. Okay. Puis il trouvait que j'avais pas les moyens de mes ambitions, puis que ça, tu sais, que c'est pas... Il voulait pas que tu gaspilles, en fait, Non, je pense que... cette possibilité-là ou cette opportunité-là. Je peux pas répondre à sa place. Il faudrait que ce soit lui qui réponde à ta question, mais... non, j'ai jamais senti que Denis est un grand fan de ce que je faisais là, mais il m'a quand même fait un beau compliment l'année dernière. Je pense qu'il finalement, il avait un petit peu changé d'idée par rapport à Mars et Avril, qui trouvait que quand il s'y retrouvait à faire Blade Runner 2049, puis qu'il a eu à designer Los Angeles en 2049, il a repensé à Mars et Avril, puis il s'est dit, Christy, mon frère a fait ça avec rien. Puis lui, il avait une équipe des centaines de personnes qui réfléchissaient à l'urbanisme, tout ça. Puis moi, j'étais... Avec un budget dans les... C'est quoi? 200 millions, là, je sais pas, 180 millions. Puis moi, j'avais rien. Puis j'étais avec François Skelton, un des grands architectes utopistes au monde. Puis on était juste deux à penser à ça sur 5 ans. Puis là, Denis a dit, tu sais, c'est énorme. Il dit, écoute, le travail que tu as fait là-dessus, fait que ça, c'était un des compliments qu'il m'a fait. C'est comme une petite victoire. Celui qui t'inspirait un peu quand tu étais jeune, tu l'as inspiré à ton tour d'une certaine manière. Ben, écoute, tu sais, on reste des frères, puis on a beaucoup d'amour l'un pour l'autre, puis de respect mutuel. Mais tu sais, il faut prendre les choses pour... Tu sais, un petit commentaire comme ça m'a fait grand plaisir. Puis il est revenu sur les 12 travaux d'Imelda aussi. Il m'a dit, écoute, je trouve que c'est un film très honnête. On sent vraiment notre grand-mère. Mm-hmm. Il dit, c'est exactement elle. Puis il faut mettre les choses en contexte. Non seulement c'est votre grand-mère, donc c'est un personnage auquel il s'attache beaucoup, qu'il connaît très bien, mais c'est toi qui joues Imelda. Oui, c'est ça. Puis même dès le départ, si t'es pas au courant... Il y a quelque chose de bizarre parce qu'on connaît pas l'actrice. Oui, c'est ça. Puis là, on fait comme, il me semble qu'on cache un peu de barbe. Puis là, finalement, tu fais ta recherche, c'est comme, mais tabarouette. C'est un gars qui réalise, c'est un gars. Ouais, fait ça. D'ailleurs, film pour lequel tu as remporté un prix pour le meilleur acteur dans un premier rôle. Oui. Alors que c'est quand même... Un rôle d'interprétation masculine, alors que j'ai joué une femme, une vieille femme en plus. Mais tu sais, je reviens un petit peu au propos de Denis parce qu'il m'a dit, ça paraît pas, puis c'est l'autre compliment qu'il m'a fait, il m'a dit, ça paraît pas que t'as pas eu d'argent, puis que ça paraît pas que t'as tourné ça sur si peu de jours, parce que même si ça s'est tourné sur 9 ans. Ouais. Parce que là, il faut juste mettre en contexte, puis on va arriver justement à ce propos-là, puis à ce commentaire-là de ton frère, parce qu'il est très, très important dans cette espèce de parcours que tu as au cours des dernières années. C'est un genre de croisade que tu as présentement avec les institutions. Mais le film Les 12 travaux d'Imelda, c'est un peu un film collage. Oui. Dire, parce que tu as fait, quand tu avais ces obstacles-là où tu n'avais pas le financement, tu as fait des parties du film qui sont, en le fond, qui ont été offertes comme des courts-métrages. Oui. Puis que tu as rassemblé éventuellement, puis que tu as recollé tout ça, puis tu en as fait un film, un long métrage après. Encore là, la beauté de la chose, c'est que j'avais pas de plan. J'avais pas pensé faire un film mosaïque comme ça ou collage. J'aime bien l'expression du collage parce que c'est vraiment ça. C'était un projet un petit peu à la va comme je te pousse, dans le sens que, un peu comme le premier Elvis Gratton a été fait d'ailleurs, Falardeau n'avait pas le plan de faire un long métrage. Mais tu vois, c'est drôle, c'est exactement le film qui m'est venu la première fois que j'ai vu Les 12 travaux d'Imelda. Parce que c'est les couches qu'il y a dans ce qu'on propose là-dedans. Avec un personnage. Ouais. Un personnage qui est le fil conducteur et la cohérence. Mais c'est pas des films...
tout planifié d'avance. C'est-à-dire que j'ai commencé avec un court-métrage qui faisait 13-14 minutes, qui est sorti en 2014, que j'avais tourné en septembre 2013, exactement 1 an après le décès d'Imelda. Bon, Imelda, c'est ma grand-mère paternelle et c'était un personnage absolument fascinant, excentrique, était très, très, très colorée, la grand-mère. Oui, sérieusement, ça vaut la peine d'aller voir ça. Et j'exagère rien dans le film. En fait, même il a fallu que je diminue certains aspects parce que sinon, des fois, la fiction dépasse... la réalité dépasse la fiction. Là, dans ce cas-ci, il a fallu que je descende un petit peu pour que ça passe. Mais Imelda m'a beaucoup marqué étant jeune, si bien que j'ai commencé à faire une imitation d'elle. Je vais avoir 5 ou 6 ans. Puis... c'était assez bien foutu, assez pour que la famille trouve ça très drôle puis me donne le micro, mettons, à Noël ou pour faire mon show. Tu sais. Elle a trouvé ça comment? Ben, elle n'était pas vraiment consciente de ça parce que j'essayais de faire ça un petit peu dans son dos. Tu sais, parce qu'elle était facile à insulter, la grand-mère. Là, fait que, On le comprend. Ça, c'est très bien interprété. C'est ça. Puis, donc, au fil des années, l'imitation, c'est comme raffiné. Si bien que quand je suis arrivé en publicité, on a parlé de mon passage chez Sidley. Là, c'était un gros hit, là, tu sais. Fait que là, encore là, dans les parties de Noël, fais-nous ton show. Puis là, tu sais, ça faisait rire le monde. Fait que toi, t'avais tout un entourage qui attendait là, le film sur Imelda, là. Ben, c'est sûr. À l'école, tout le monde aimait ce personnage-là. Mais là, quand je le faisais, tu sais, c'était mon propre physique avec ma petite barbe puis mes cheveux. Puis, tu sais, en gars, là, tu sais, mais là, quand j'ai fait le court-métrage, c'était la première fois que je me déguisais en Imelda. Tu sais, je portais ses vraies robes, puis j'avais Ça, c'est la scène de sa fête, son anniversaire, Non. qui commence le film? Non, le premier court-métrage, il fait pas partie du long. On peut le trouver en ligne, là, ça s'appelle juste Imelda. Puis c'était des 5 vignettes dans des pièces de sa vraie maison. Puis c'était la veille de la prise de possession par les nouveaux propriétaires. Mais mon père et mon oncle venaient juste de vendre la maison. Donc, c'était sa vraie dernière journée, même si c'était 1 an après son décès. Hein, tant que la maison est vacante, la personne n'est pas tout à fait partie parce que les objets sont encore là, les meubles, tout ça. Fait que c'était comme ma dernière chance. Puis c'est mes amis qui m'ont donné cette idée-là parce qu'ils connaissant mon interprétation d'Imelda, ils ont dit « Tu as une opportunité extraordinaire parce que tout le théâtre est là. » Tu sais, fait que tu as juste besoin de nous faire un show. Tu sais. Puis c'était tout du monde de cinéma. Ils ont dit, écoute, on va te déguiser. Mon ami Richard m'a dit, je vais te faire une perruque, un maquillage. Tu sais, Benoît Beaulieu m'a dit, je vais te filmer, etc. Puis là, quand on est arrivé là, j'avais pas écrit de texte. Moi, tout ça, c'était fait super spontané. Je me souvenais de ce qu'Imelda disait, puis j'avais pas d'autres acteurs pour jouer. Fait que j'ai dit, je vais regarder la caméra. C'est comme quand Passe-Partout faisait un monologue à la caméra. Ben, je me suis dit, je vais faire ça, où Yvon Deschamps, tu sais. C'était un drôle de concept parce que, tu sais, un court-métrage, normalement, ben, tu sais, t'as 2 personnages qui parlent ou, tu sais, quand t'as pas d'argent, tu fais de quoi dans une cuisine? Fait que là, on le voit beaucoup aujourd'hui, là. C'est ça. C'est les réseaux sociaux, c'est ça, là. Mais là, j'étais effectivement dans la cuisine d'Imelda, m'a parlé de Slim Fast, puis je parlais directement à la caméra comme si la caméra était quelqu'un d'autre qui voulait bien l'écouter. Fait que c'était sur le mode de la confidence, c'était toutes des vraies choses, c'est exactement ce qu'elle disait, puis je voulais le faire en monologue, en une prise. Tu sais, je voulais que chaque vignette, ça soit un plan séquence. Ça fait que j'avais pas le droit de me tromper. Il fallait que ça soit comme 3 minutes, let's go. Tu sais. Puis on n'avait pas beaucoup de temps, là, c'était une journée de tournage, puis c'était juste pour le fun. Puis honnêtement, c'était pour faire rire ma famille à Noël. Moi, c'était ça mon plan. Je me suis dit, ça fait 1 an qu'elle est morte, ça va être drôle. Tu sais, à Noël, je vais dire à ma famille, j'ai une surprise pour vous autres. Puis c'est ça qui s'est passé. J'étais dans le sous-sol chez mon frère Claude, puis part le film, tu sais. Et là, toute ma famille, tu sais, comme... Il y a eu une révélation, là. Ben là, man, il me voyait habillé comme elle, tu sais, maquillé, tout le kit. Puis là, écoute, ça riait. Mais là, à un moment donné, ça s'est mis à pleurer aussi, tu sais. Fait que, il y avait toutes sortes d'émotions là-dedans. Puis là, la question de la famille, c'était, ben premièrement, ils l'ont regardé 3-4 fois en ligne, là. C'était comme un gros hit. Mais ils m'ont dit... Je me demande si ça peut être communicatif. Est-ce qu'il y a d'autres familles qui vont trouver ça drôle ou si c'est juste nous autres? T'sais? Je confirme. Ben, c'est ça. Fait que là, ça, c'était la première affaire. Fait que je suis allé montrer ça à Danny Lennon, qui est un distributeur de courts-métrages très connu. C'est Prends sa cour, tout ça. C'est lui. Là. Danny a fait énormément puis continue de faire beaucoup pour le milieu du court-métrage au Québec. C'est une machine, ce gars-là, puis il voit tout, il connaît tout, il est dans tous les festivals. Fait que j'y montre ça pour avoir son opinion. Puis
Jean Leloup aussi, que j'ai son tableau. C'est pas mal les deux premières personnes, à part ma famille, qui ont vu le... Puis tu sais, quand une idée éclatée, c'est le genre de gars qui peut bien rebondir là-dessus. Là. Ah, Jean hurlait de rire. Tu sais, je me souviens, on était dans un café, il dit, c'est l'affaire la plus drôle que j'ai vue dans ma vie. Puis là, Danny Lennon, même réaction. Fait que là, il dit, moi, je t'amène ça dans tous les festivals. Là. Tu sais, ça avait été fait avec une pièce à quart. Là. C'était comme quelque chose de très spontané. C'était un geste spontané. Il n'y avait pas de plan derrière. Puis, ça a connu une assez grosse résonance, là, je te dirais. D'abord, c'est 100 000 vues sur le site de la Fabrique culturelle. Ça s'était jamais vu pour un court-métrage. Ça a joué dans un paquet de festivals. Ça a gagné des prix, dont un prix d'interprétation. Tu sais, moi, j'avais jamais joué de ma vie. Puis là, tu as Nicole Robert, une productrice chez GoFilm, tu sais, qui a produit certains films de Denis Arcand. De Denis Arcand, etc., qui voit... non, ça, c'était Nicole... moi, je parle de Nicole Robert, toi, tu parles de Denise Robert, mais c'est pas grave, il y a beaucoup de monde qui la confond. Puis, Nicole voit mon premier court-métrage. D'abord, elle m'avait pas reconnu. Puis... c'est un bon indice que tu fais bien le travail dans ce temps-là. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'était le premier compliment. Puis là, elle me dit, quand elle a finalement réalisé que c'était moi, puis qu'elle a compris le concept derrière du petit-fils qui interprète sa grand-mère, puis elle dit, écoute, as-tu d'autres histoires à raconter avec ça? Puis j'ai dit, écoute, j'en ai tellement que, tu sais, je pourrais faire trois longs métrages. Là. Fait qu'elle dit, ben moi, je serais intéressé à en produire un, en tout cas. Là. Fait que ça a commencé comme ça avec Nicole. Une saga qui a duré, ma foi, à peu près 5 ans, où j'ai écrit 9 versions de scénarios. Parce que c'est souvent ça, là, et c'est pas la V1 qui passe. Là. Non, puis tu essaies de plaire à des gens qui comprennent pas nécessairement ta démarche, qui comprennent pas nécessairement ce que tu veux faire avec ça, qui ont peut-être pas nécessairement l'imagination d'imaginer ce que ça pourrait être, parce que tu arrives aussi avec une proposition au champ gauche, là, un gars qui imite sa grand-mère, puis là, qui se déguise comme elle, puis là, qui veut faire un film avec ça. Là. Déjà, en partant, il y a du monde qui embarque, il y a du monde qui embarque pas. Puis, dans le système qu'on a au Québec, c'est que toutes les propositions champ gauche ou qui sortent un petit peu des sentiers battus sont déjà accueillies avec une brique et un fanal. On est frileux de ça. On a peur que ça marche pas, on a peur de se tromper, on a peur. Ça m'étonne quand même un peu. Oui, bien surtout quand tu as fait un court-métrage qui a autant pogné puis qui a gagné des prix, ça devrait être un indice, puis que tu as Nicole Robert comme productrice. Tu mets ça ensemble, puis là, tu as d'autres acteurs comme Robert Lepage. Moi, c'est là où je veux aller parce que, je l'ai assez dit, là, mais on le dira jamais assez. Allez voir le film, ça vaut vraiment la peine, Les 12 travaux d'Imelda. Il y a là-dedans Robert Lepage, Michel Barrette, Anne-Marie Cadieux, Antoine Bertrand, Ginette Renault, Yves Jacques, qui est délicieux en vétérinaire un peu véreux, mais subtil quand même. On va y aller pour le concours de beauté. Oui. Puis, mais surtout, en plus, tu as Robert Lepage puis tu as Ginette Renault qui appuient ce projet-là. Tu as beaucoup de love money là, en temps, là, beaucoup. Ouais. Là. Ce film-là, il y a des gens qui ont travaillé, des artisans sur ce film-là, gratuitement, qui ont refusé des projets payants dans une période où c'était un peu difficile aussi, là, on est pandémique un peu. Comment se fait-il qu'après tout ce qu'on connaît de toi, le background, les réussites que tu as eues, le TED Talk, la Fabrique culturelle, Mars et Avril, qui a connu quand même un certain succès, prix d'interprétation pour toi, on te refuse ton financement chez Téléfilm Canada, chez la SODEC, entre autres arguant que t'es pas véritablement un cinéaste, t'es pas véritablement un acteur. Ça prend quoi pour l'être? Ouais. Ça prend quoi pour être subventionné? Ouais, c'est ça, on se pose la question, hein, mais écoute, j'ai bien essayé, puis je voulais jouer le jeu pour vrai parce que j'avais tendance à prêter de la crédibilité à ces gens-là. Puis j'ai changé d'opinion depuis, là, parce que je me suis buté à des situations qu'on va dire inacceptables. Là, tu parles des 12 travaux d'Imelda, mais il y a eu d'autres situations par la suite que je qualifie d'impardonnables. Donc, je me suis... j'avais pas de raison à ce moment-là de me méfier ou d'être réticent ou c'était la voie à suivre. Tu sais, je veux dire, même Denis, je veux dire, ses premiers films au Québec, ça s'est fait comme ça. Puis, tu sais, il y a quand même... tu sais, c'est le mandat de ces institutions-là d'encourager la créativité. En tout cas, c'est ce que je pensais. Puis là, j'arrivais avec une proposition champ gauche, mais avec des appuis solides.
puis même un distributeur, puis tu sais, je veux dire, une productrice reconnue, puis des acteurs reconnus que tu as nommés, puis etc. Puis tous ces gens-là cautionnent la démarche. Donc déjà, en partant, tu te dis, il y a une crédibilité derrière. Puis, c'est une comédie. Là, je veux dire, on n'est pas en train de faire un petit film expérimental, tu sais, d'un gars dans son sous-sol. Tu sais, je veux dire, on fait quelque chose qui va être vu, tu sais, puis auquel tout le monde croit. Puis là, à force de me buter à des refus, ben à un moment donné, je me suis comme renfrogné en disant, bon, ben, tu sais, je dois pas être assez bon, je dois pas avoir assez de talent, je dois pas, puis là, tu te mets à douter, puis tu te mets à essayer de plaire à des rapports de lecture qui sont souvent même contradictoires. Tu sais, la SODEC arrive avec des arguments puis qui sont contredits par ceux de Téléfilm. Puis donc, tu sais plus très bien à qui, pour qui. À quel sein de vous. Tu sais, c'est ça, à quel sein de vouer. Puis tu finis par questionner les raisons profondes. Quand ça fait plusieurs années, tu te dis, ben, est-ce que j'ai encore envie de faire ce film-là? Est-ce que c'est encore actuel? Est-ce que c'est encore le message que j'ai envie de passer? Puis on te fait douter un petit peu des bases, tu sais. Puis une des bases, c'était que j'interprétais Imelda, puis ça, c'était questionné, puis on disait, il faudrait que ça soit une vraie actrice, parce que t'es pas un acteur. Mais ça tient plus. Ben, en fait, l'idée de base tient plus vraiment si c'est pas toi qui interprète. Ben voilà, mais encore là, j'ai voulu jouer le jeu en espérant financer mon film, parce que moi, je voulais pas me retrouver dans une situation où je payais pas mon monde. Tu sais, ce monde-là, faut qu'il vive, là, tu sais. Fait que j'ai été voir Dominique Michel, j'ai été voir Denise Filiatro, j'ai été voir Louise Forestier, j'ai été voir André Lachapelle du temps qui était avec nous. Si t'étais intéressant, toutes ces possibilités. Ben c'est ça, puis tu sais, ça aurait été un rêve que de travailler avec toutes ces actrices-là, puis ils ont lu mon scénario, ils ont vu le premier court-métrage, puis sans se parler entre elles, m'ont toutes dit la même chose. C'est toi qui es Imelda. Écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux que j'apporte de plus à ça? D'abord, c'est ça qui fait que c'est intéressant, tu sais, parce que c'est un film aussi qui parle de la passation de la mémoire, puis de ce qu'on retient des générations à venir, ce qu'on transmet aux suivantes. Donc, tout ça est très cohérent. Puis c'est original, puis c'est ça qui fait que, tu sais, on te reconnaît pas pantoute quand tu fais Imelda, c'est un personnage, on voit Imelda, c'est elle, tu sais. Fait que ces actrices-là m'ont fait le cadeau très généreux de dire, ben c'est toi qui devrais le faire, mais en même temps, ça venait un petit peu avec la commande que je le ferais sans argent. Tu sais, c'était ça le prix à payer, si tu veux. Mais en même temps, tout le monde de l'équipe qui avait participé d'abord au premier court-métrage était très, très, très partant pour continuer. Motivé. Était motivé. Donc, continuer, d'abord, c'était pas de dire « Ah, on fait tout un long métrage ». Ça s'est fait petit peu par petit peu, bloc par bloc, brique par brique, par d'autres courts-métrages. Puis en premier, tu l'as dit, à un moment donné, je me suis levé un matin puis j'ai fait « Si, mettons, Robert Lepage puis Ginette Renault sont prêts à faire chacun un autre court-métrage sur le bras, mettons qu'ils me donnent chacun une journée, puis qu'ils sont prêts à le faire gratuitement, là, je peux plus reculer. Faut que je le fasse. Puis ça a pas pris 5 minutes. Tu sais, j'ai écrit à Robert, oui. J'ai écrit à Ginette, oui. Là, j'avais plus le choix. Fallait le faire. Fait que Robert devait faire le fils d'Imelda, mon père. Donc, c'était drôle parce que je jouais avec un acteur qui joue à la fois mon père dans la vie. Mais de qui tes parents. Mais là, je suis sa mère dans la fiction. Fait que c'était assez paradoxal, assez drôle. Que ça soit Robert qui fasse ça en plus. Robert a amené la couleur, parce que c'était la première fois qu'on voyait Imelda interagir avec un autre personnage. Puis là, c'était Robert Lepage, tu sais. Puis moi, j'ai pas d'expérience d'acteur. Puis là, tu te retrouves avec un canon, tu sais, une Formule 1. Puis Robert a campé le ton, je te dirais, de le jouer très sérieux. Tu sais, lui, c'est comme ça qu'il a vu le personnage, tu sais, très sérieux. Puis en opposition à Imelda, tu sais, qui est un petit peu plus caricatural, puis un petit peu plus exubérant. On comprend dans le film que ton père, c'est pas son préféré, là. Non, c'est ça. C'était assez drôle. Puis, écoute, la sauce a pogné, ça marchait, tu sais. Puis là, on a fait le Imelda 2, le notaire, qui a connu encore plus de succès que le premier. Mais là, ça devient un film. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Toi, qu'est-ce que tu souhaites par rapport à ça, là, par rapport à ces institutions-là qui lèvent le nez un peu sur ça? Parce que la vérité, c'est que on le sait au cinéma, il y a un budget X pour faire un film, il y a des revenus Y, là, il y a comme vraiment une disparité entre les deux. Est-ce que tu es capable, pas d'excuser, mais
d'expliquer, de comprendre leur réticence par rapport à l'intérêt puis l'appui à un film comme ça? Même si tu as plein d'autres projets qui fonctionnent ailleurs puis que tu es quand même un gage de réussite, ne serait-ce que critique? Bien, premièrement, Les 12 travaux d'Imelda, c'était un gros succès. Je veux dire, on est sorti dans 29 salles, puis dans certaines salles, ça a été projeté pendant 11 semaines. C'est plus que certains films américains au Québec, là. Puis ça a fait de l'argent, ça a généré des sous alors que ça a été fait avec rien. Tu sais, ça a été fait avec une pièce et quart. Les créateurs n'ont rien reçu de ça. On y reviendra plus tard. Mais donc, on peut parler de succès. C'est sûr que s'il y avait une recette au succès et qu'on était capable de la prédire, je veux dire, tout le monde serait millionnaire, tout le monde aurait des succès. Donc, malheureusement, ça marche comme ça. Il faut prendre des risques. Puis moi, ce que je pense, c'est quand on a un système de financement public, donc c'est des fonds publics, bien, on a l'obligation de prendre des risques. Parce que sinon, privatisons. Tu sais, si on veut faire des suites de films ou des remakes de films ou des... Tu sais, moi, j'ai rien contre Mademoiselle Bottine, par exemple, mais tu sais, pourquoi on fait ça? Tu sais, c'est quoi l'intérêt de refaire un film qui a déjà fonctionné alors qu'on pourrait financer quelque chose? Tu sais, je veux dire, si David Lynch était québécois, est-ce qu'on l'aurait financé? Absolument pas. Puis quand on a quelque chose qui se rapproche d'un David Lynch, on l'ignore, tu sais, puis on serait même pas capable de voir le potentiel. Il est décédé récemment, David Lynch, puis il a été encensé par tout le monde. C'est un des plus grands créateurs. Bien sûr, mais je te jure que s'il avait été québécois, il n'aurait jamais reçu une scène de la Sodec et de Téléfilm Canada. Et c'est là que je trouve Parce que c'était trop pété. Oui, puis parce qu'on a un système institutionnel qui privilégie les choses conventionnelles. Donc, on aime bien se rassurer en faisant sans cesse le même film, une espèce de drame social avec une idéologie sociale, avec des messages sociaux tournés vers le passé, toujours. Et on refait sans cesse le même type de cinéma. J'ai rien contre si c'était comme 20% des films qui étaient ça, j'aurais absolument rien contre, puis qu'on donne 80% à des gens qui essayent de développer une voix unique, qui arrivent avec des propositions champ gauche, qui dérangent. Tu sais, on peut-tu déranger un peu? On peut-tu arriver avec des propositions de cinéma qui sont différentes, quitte à se péter la gueule des fois? Bien sûr, qui dit risque, dit se péter la gueule une fois de temps en temps, mais aussi... Mais on se la pète pareil avec ces films qui sont dans le cadre également. Des trucs consensuels qui finissent par plaire à personne. Est-ce que tu n'as pas un double message parce que, puis là, je me fais l'avocat du diable, tu comprendras, là, respectueusement. Tu sais, là, tu as un super projet là, avec Jonathan Majors qui s'en vient. Pour mise en contexte, tu me corriges si je me trompe, mais c'est un acteur quand même qu'on a vu beaucoup dans les dernières années. Entre autres, Creed, c'est l'antagoniste du personnage principal dans le 3e volet de ces films-là. Tu as réussi à amasser le montant d'argent que ça te prend pour faire le film de façon complètement privée. Mm-hmm. Donc, j'en reviens à ma question. Tu es capable d'aller trouver ces fonds-là? As-tu besoin des subventions? Peut-être que c'est ça la question qu'eux se posent. Toi, tu réponds quoi à ça? Bien, ça a été... C'est-à-dire que j'ai pas eu le choix d'aller voir ailleurs pour être capable de continuer à faire mes films parce que sinon, si j'étais resté au Québec... Donc, la réponse, c'est ça n'a pas rapport parce qu'au moment où je faisais les démarches, disons, pour financer les 12 travaux d'Imelda ou d'autres films que j'aurais aimé faire au Québec en langue française, je disais que tu mets le même effort dans un film en français ou en anglais, c'est juste qu'en français, il va être beaucoup moins vu. Fait que tu as d'autant plus de mérite si tu veux travailler chez vous, dans ton propre pays, dans ta propre province, puis faire travailler ton propre monde. Puis ça devrait être valorisé, ça devrait être encouragé. La capacité de lever des appuis significatifs au niveau des acteurs, au niveau des distributeurs, au niveau des télédiffuseurs, au niveau des membres de ton équipe. Tu sais, quand tu es capable d'aller chercher un gars qui a été nominé aux Oscars pour faire ta musique ou un gars qui s'est retrouvé aux Grammys, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça a de la valeur, ça aussi, tu sais, le talent, la capacité de lever des talents, alors qu'au Québec, dès qu'il y a quelque chose qui brille, on l'éteint. C'est comme s'il y avait un réflexe de ne pas vouloir encourager ce qui doit être. Puis c'est extrêmement frustrant et blessant, et puis même, je dirais que c'est d'une violence inouïe. C'est la chose, l'amputation de l'âme artistique, c'est la chose la plus violente sur la planète. Puis ça, au Québec, on est des pros de ça. C'est comme si, quand quelque chose voulait briller, tu sais, je reviens à l'exemple de Robert Lepage qui veut faire l'adaptation de sa trilogie des Dragons, puis qu'on lui refuse,
c'est d'une très, très grande violence. Puis là, dans le cas de Robert, on peut se dire, c'est pas grave. Tu sais, il y a ces pièces de théâtre. Ou dans mon cas, le réflexe, c'est souvent de dire, ben lui, il n'a pas besoin de ça, il a son frère. Mais moi, mon frère, Tu ne vis pas au crochet de ton frère. Ben non, ton frère, je veux il dire, ne travaille pas pour toi. il est tellement occupé, je le vois une ou deux fois par année, puis je veux dire, il est dans d'autres sphères et dans d'autres choses, il n'y en a rien à faire. Là, je veux dire, Mais c'est pas sa non, responsabilité. Là. puis je veux dire, j'ai pas plus d'accès au milieu, puis j'ai pas plus de contacts, puis j'ai pas plus de raccourcis. Si c'était le cas, ben, je serais rendu à faire mon 20e long métrage, puis j'aurais pas fait les 12 travaux d'Imelda avec 2 piastres. Là, tu sais. Tu parlais d'amputation. Est-ce que tu n'as pas l'impression de mettre un peu le pied dans l'engrenage, la main dans le broyeur en t'attaquant à ces institutions-là? Non, parce que j'en ai assez vu. Tu sais, je suis arrivé un petit peu avant la pandémie. Ça faisait 5 ans que je travaillais sur un projet qui s'appelait Two Piranhas, qui était l'adaptation d'une pièce de théâtre en béton armé, un texte hallucinant. Puis j'ai réussi à convaincre Anthony Hopkins puis Isabelle Huppert, qui sont les 2 plus grands acteurs de la planète, double oscarisés. J'avais des appuis internationaux, j'avais des ventes internationales de confirmés, j'avais tout ce qu'il fallait pour faire ce film-là. J'avais même construit dans mon appartement tous les accessoires, éléments de décor. C'est un film qui parlait beaucoup des objets. C'était un film minimaliste, un two-hander, là, tu sais, un huis clos. Pardon, je postillonne beaucoup. je m'emballe. Puis c'était comme un film sur ces 2 personnages-là. Donc, ça aurait quelque chose qui aurait dû être embrassé par les institutions parce que tu es capable de miser sur le jeu, sur le vrai cinéma, puis avec des acteurs qui t'ouvrent des portes au niveau international. Anthony Hopkins aurait ouvert toutes les ventes au niveau américain, puis Isabelle Huppert au niveau européen. Donc, il n'y a aucune raison sur la planète valable pour refuser un projet comme ça. Et non seulement on m'a refusé, mais on m'a dit de ne plus redéposer ce projet-là. Donc, encore une fois, un geste d'une violence inouïe. Tu sais, c'est tellement violent que moi, mon réflexe, honnêtement, ça a été de me suicider. Tu sais, je veux dire, c'est tellement violent comme refus que tu fais comme, OK, regarde, moi, ma vie est finie. Tu sais, je peux pas faire mieux que ça. Je peux pas écrire un meilleur scénario. Je peux pas convaincre des meilleurs acteurs. Je peux pas soulever plus d'appui. Tu peux pas aller le faire produire ou Non. Puis là, les 2 personnes... un autre pays. Non, puis là, les 2 personnes que tu te rends compte qui ont dit non, ce sont des gens dont le CV est inexistant en cinéma, qui n'ont jamais écrit un film de leur vie, qui n'ont jamais tourné un seul plan de leur vie, qui font des salaires de 200 000 $ par année, payés à même nos impôts, qui n'ont aucune idée de l'impact que ça a sur ma vie. Eux autres, c'est « one more day at the office ». Puis si on ne finance pas ce cinéaste-là, c'est pas grave. Cet argent-là qui n'est pas la leur s'en va à un autre producteur. Puis si c'est pas ce producteur-là, c'en est un autre. Donc, eux autres sont dans un autre mode de pensée qui est complètement déconnecté de la réalité, où ils n'ont jamais passé par les sentiers extrêmement tortueux, l'insécurité par lesquels les créateurs passent. Donc, et c'est à ces gens-là qu'on donne le mandat de financer notre culture, notre cinéma, qui est supposé être une représentation de notre identité. Puis quand tu te rends compte de la magouille, du copinage, des abus de pouvoir, de la politique qui est derrière tout ça, j'ai décidé over my dead body. Puis c'est là que le côté Imelda en moi est sorti. J'allais le mentionner. J'ai fait, ça va faire. Ça va faire, ça dépasse les bornes, c'est trop violent. Puis moi, je trouve que quand on est rendu à 40 ans, il faut s'insurger, il faut prendre position politiquement pour des causes qui nous tiennent à cœur. Et moi, ce que je connais, c'est le cinéma. Puis quand ces choses-là sont arrivées, donc c'est un build-up. Je me suis pas levé un matin en disant « je vais attaquer les institutions ». C'est très Don Quichotte. En fait, c'est même l'expression de Denis. Il dit « malheureusement, il dit, ça changera pas grand-chose. Tes sorties publiques parce que tu t'attaques à trop gros. Et des institutions, ça change pas. Puis c'est là qu'on n'est pas d'accord. Moi, je pense que du monde, quand j'étais jeune puis que j'entendais Pierre Falardeau qui gueulait, que j'entendais Robert Lepage qui gueulait, Jean-Claude Lauzon qui gueulait, mais d'une façon intelligente, d'une façon constructive, d'une façon inspirante, puis avec raison. Puis là, de voir que ça n'a pas changé, que le système est encore aussi corrompu, qui est encore plus rouillé que jamais, qui est malsain, qui n'est pas inspirant, alors que ça devrait être le contraire.
on devrait, comme créateur, se sentir appuyé, on devrait se sentir encouragé, puis c'est le contraire qui se produit. Donc, je comprends que toi, maintenant, d'abord, on est très content que tu sois encore là. Oui, non, mais garde. Très heureux. C'est un esprit créatif dont on a besoin ici au Québec. Mais je comprends maintenant que tu n'as plus d'attente face à ça. Ah non. Puis maintenant, tu vas faire tes choses. Tout à fait. Puis j'ai décidé de... Avec mon... Tu sais, moi, je vois ça comme un tank. Tu sais, j'ai décidé de le rentrer dedans solide avec mes moyens, c'est-à-dire pas mes moyens financiers, mais mes moyens cérébraux, puis mes réseaux, puis ma force d'attaque, puis mes arguments. Puis j'ai décidé de prendre position par des entrevues, par des articles. J'ai publié 2 articles dans la presse, dont un manifeste. La presse m'a appuyé. J'ai donné des discours publics, à l'étranger même. En anglais comme en français. J'ai vraiment décidé de m'attaquer à ce problème-là en disant ça ne peut plus continuer, c'est inacceptable, puis c'est pas correct non plus pour les payeurs de taxes, toi, moi, pour tout le monde qui pense qu'on a un système qui donne des ailes aux créateurs. D'ailleurs, ça, c'est une source potentielle de conflit avec mon frère, je te dirais, parce qu'on n'a pas du tout la même vision sur ce système-là. Lui, il a déclaré récemment que le Québec donnait des ailes aux créateurs. Moi, je pense que le Québec détruit ses créateurs. Puis c'est là qu'on s'en... Mais je pense que les deux visions sont vraies. Oui. Tu sais, ça dépend, j'imagine, de quel côté on se situe. La vérité peut être un petit peu entre les deux aussi. Exact. Je termine là-dessus. Au moins, tu es là, tu continues, tu fais tes projets, tu en as des très, très beaux qui arrivent. On comprend que tu vas trouver tes moyens maintenant. Ben, ça rend pas les choses plus faciles. Chaque film est un défi, est à renouveler. Là, ce qui est le fun, c'est que je sors de 2 succès, tu sais, les 12 travaux d'Imelda et la série animée Red Ketchup. Red Ketchup. Dans laquelle tu joues aussi. Oui, c'est ça, je fais une des voix. J'ai participé à toutes les étapes de A à Z. Ça a été mon plus beau projet au niveau créatif. Tu as même auditionné sur ton propre projet. J'ai auditionné mon propre projet. Je voulais surtout pas... Donc, c'est un vrai acteur, Martin Villeneuve. C'est sûr que j'ai jamais eu d'ambition de devenir acteur, mais j'aime ça. Ça m'a fait découvrir un paquet de choses. Toi, tu l'as sur ton CV, par exemple. Je l'ai sur mon CV, puis ça m'a... ne serait-ce que comme réalisateur, ça te fait découvrir toute la réalité de ce que tu demandes aux acteurs. Puis quand tu te retrouves de l'autre côté de la caméra, moi, je pense qu'on a avantage comme réalisateur à occuper tous les postes sur un plateau. De la direction photo, aux personnes des costumes, des maquillages, le plus qu'on maîtrise ces aspects-là ou qu'on a été dans la position de ce qu'on demande aux autres, meilleur on devient. Fait que ça, c'est ce que je retiens en gros de mon expérience d'Imelda. Donc, en conclusion, j'aime toujours qu'on se pose cette question-là. Si tu n'avais qu'un seul conseil à donner à quelqu'un qui se dirige dans cette industrie-là, qui a la créativité bouillante comme la tienne, qu'est-ce qu'il y a à retenir de ton expérience? Ben, en fait, faut jamais écouter les autres parce que tout le monde va toujours avoir son opinion. Tu sais, on est dans un monde où tout le monde a son opinion. Il faut vraiment regarder en dedans de soi, c'est quoi ton gut feeling, comme on dit en anglais, c'est quoi là où tu as envie d'aller, puis même si cette voie-là a l'air obstruée, ou tu sais, comme on vit au Québec avec de la neige, puis je veux dire, si la voie est pleine de neige, ben il faut trouver la façon de la pelleter, puis des fois, c'est long. Ou un autre véhicule pour passer dessus. Voilà, mais il faut pas avoir peur de l'effort, puis d'avoir mal, puis de, tu sais, le plaisir que tu vas avoir à aboutir va être proportionnel à la douleur que tu as éprouvée en le faisant. Tu sais, c'est un cliché, mais c'est ça pareil. C'est très difficile de faire des projets comme ça sans argent. C'est Tarantino, à un moment donné. Tarantino a une influence énorme sur mon parcours, en ce sens qu'il avait dit à un moment donné, puis je peux confirmer, que la meilleure des écoles en cinéma, c'est de faire un film sans argent. Puis quand je parle à des jeunes, puis que je donne des ateliers de cinéma à des jeunes, je leur dis, pognez votre téléphone cellulaire, il n'y a pas d'excuse. Moi, si j'avais eu ça à votre âge, j'aurais tourné à tous les jours quelque chose. Puis en passant, il y a 10 minutes des 12 travaux d'Imelda qui sont tournés avec mon iPhone 11. Je mets quiconque au défi de différencier les plans tournés avec mon iPhone de ceux tournés avec une caméra à 300 000 $. Il n'y en a plus de différence, sauf pour des puristes ou des experts
qui finalement même peuvent s'y méprendre des fois. Donc, vraiment, avec ces outils-là, on peut faire quelque chose de super. Puis, c'est la meilleure école. Tu apprends tout en faisant un film sans argent. Martin Villeneuve, merci énormément. On peut te suivre de quelle manière, autant toi que tes créations? Ah, ben écoute, moi, je suis partout. Je suis très facile à trouver. Je suis sur toutes les tribunes de réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, je suis sur IMDb, je suis YouTube. je suis sur Vimeo, plus que YouTube. Ouais. Puis, je suis aussi, mes films sont facilement accessibles là, sur ma chaîne Vimeo, sinon, je veux dire, Amazon Prime ou, je veux dire, Crave. Ou, tu sais, j'ai quand même, pour un cinéaste qui a fait des choses avec peu de moyens, j'ai quand même eu une belle diffusion de mes œuvres. Puis ça, c'est ce que je souhaite à tous les cinéastes qui osent. Parce que ce qui est de plus en plus difficile, c'est la distribution, c'est de trouver son public. Puis aujourd'hui, ben, on est dans un monde qui a tellement de diversité de contenu que pour canaliser les gens vers ce qu'on a à dire, c'est de plus en plus un défi. Donc, il faut faire partie de la solution, pas du problème. Merci, Martin. Merci à toi. À plus.